Moi, c'est... Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Dis-nous qui m'ouille. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans, proposée par Florence Augustin et Elite Media. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Media. Bien, chers amis internautes, bonsoir. Je vous remercie de nous recevoir chez vous encore une fois pour cette nouvelle édition de l'émission Moins C. Je suis Florence Augustin, artiste peintre, auteure, artisane, chanteuse et l'administratrice principale de la page Facebook du Phare, qui est le foyer des artistes haïtiens. C'est une page conçue pour les artistes afin qu'ils apprennent à se découvrir, à se connaître, à s'entendre et à faciliter les échanges entre eux. Amis internautes qui nous suivez dans le monde entier, nous vous invitons à partager le lien avec vos amis, particulièrement aujourd'hui, car nous avons rencontré pour vous un homme qui va toujours de l'avant, un touche-à-tout qui a toujours de bonnes idées et qui aime partager ses connaissances avec d'autres. À travers cette émission, je vous laisse découvrir cet artiste très talentueux qui, durant toutes ces années, n'a cessé de nous étonner. À tout à l'heure. Hello. Tu t'introduis, tu dis tu es qui? Je suis Deodra. Je suis Isabelle. Je suis Anne. Je suis Yara. et on est là, Génération V, bravo. Alors, je dis bonsoir à notre invité. Merci de ta disponibilité. Alors, invité, qui mounouye? Bonsoir Florence Augustin, c'est vraiment un plaisir d'être l'invité aujourd'hui. À moi, c'est merci présenté avec Elite Media. C'est vraiment une très bonne initiative et j'ai été très surpris et heureux quand j'ai appris que j'étais l'invité du jour. Donc, alors je me considère comme un artiste puisque je fais partie des artistes retenus par la belle Florence Augustin. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi et un plaisir. Et je tiens à rendre un hommage à Florence, qui m'a connu quand j'avais 17 ans, en 1981, et qui m'avait toujours soutenu. À l'époque, je devais publier mon premier ouvrage, Regretnet, en bande dessinée. Et je me rappelle encore que j'avais été voir Florence à son magasin à la rue du Centre. Elle m'avait bien accueilli et depuis lors, elle m'a toujours supporté dans plusieurs de mes publications. Alors, Comment ne pas te supporter, Joël? Non, c'est Qui mounouye? Allez. Qui moun mwen yé? Alors, moi, c'est Joël Lorquet. Je suis né à Port-au-Prince le 7 juillet 1964. Bon, je suis un universitaire. Actuellement, j'entreprends des études doctorales, PhD, en communication sociale avec la Atlantic International University. Et la graduation est prévue d'ailleurs pour le mois de mars de l'année 2023 à Miami, Floride. Je suis en train également de faire un deuxième doctorat avec ISTEA, qui est l'Institut des sciences de technologie et des études avancées d'Haïti, qui a été créé par Samuel Pierre. Donc là, j'ai commencé depuis 2017. Et là, c'est en gestion des systèmes éducatifs, des sciences de l'éducation. Donc, c'est pour dire que je suis vraiment un amant du savoir. Je suis toujours intéressé par la connaissance, comme je suis un éternel chercheur. Bon, j'avais commencé précédemment des études doctorales en linguistique appliquée, éducation chrétienne avec la IFTS University, par correspondance. J'ai fréquenté la faculté d'ethnologie à l'Université d'État d'Haïti, département des sciences du développement, DSD, de 1999 à 2001, niveau maîtrise, et j'ai également décroché une licence en communication collective en 1999 à la faculté des sciences humaines. Donc, j'ai été boursier à plusieurs reprises et j'ai suivi différents stages aux États-Unis, en Allemagne,
en Russie. J'ai fréquenté aussi le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes et des cadres de la presse à Paris, en France, en 1986. En 2002, j'ai été invité à suivre un cours de Advanced Leadership à la Agai Institute à Singapour, en Asie du Sud-Est. Donc, je suis un ancien journaliste présentateur de télévision à Télé Haïti, où je présentais Dimanche Magazine, le Télépresse et la vie culturelle de 1986 à 1989. On se souvient de toi toujours. On te souvient de toi, ce jeune Joël. Pas le même visage, j'ai vieilli après toutes ces années. Et je peux dire que je suis un éditeur. J'ai créé la revue publicitaire mensuelle gratuite, le guide des consommateurs. J'ai fondé également l'imprimerie Mediatex en 1994. Et en 2013, j'ai créé la firme Intermedio, qui est une firme de multiservices. En 1984, là, je veux parler un petit peu de la musique. J'ai enregistré mes premières chansons avec l'organiste Villa Anglade. À l'époque, il y avait 4 chansons évangéliques. Bon, et Villa Anglade, il jouait en même temps, simultanément, à l'orgue et au piano. Et c'était à la Radio Nationale d'Haïti, qui avait un studio à l'époque qui était consacré aux artistes haïtiens. Joël, excuse-moi, oui. Tu as parlé de toutes ces formations-là que tu es en train de suivre. Oui. On ne peut s'empêcher de penser à cette pionnière de la musique folklorique haïtienne. Oui. Qui était aussi pianiste et chanteuse et aussi danseuse. Oui, oui. Avec qui tu as suivi des cours de chant. Tout à fait. Je veux parler de Lina Maton-Blanchet. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que de 1988 à 1989, j'ai suivi des cours de chant avec Madame Lina Maton-Blanchet à Pétionville. Et c'est très bien de faire le petit rappel parce qu'à l'époque, tous les grands chanteurs avaient fréquenté Lina Maton-Blanchet. Je veux citer de Émile Michel, Bito Baouba. Et moi, c'est Weekendson Théodore qui m'avait amené à l'époque. Et puis James Germain aussi, on chantait ensemble. Hein. Toute l'équipe, on était là chez Lina Maton-Blanchet qui faisait beaucoup de folklore. Bon, moi, je chantais du folklore juste pour les répétitions, juste pour les cours. Mais James Germain, lui, il a fait carrière là-dedans, il est resté là-dedans. Mais c'était vraiment des cours intéressants où on apprenait la respiration, la prononciation, la tonalité. Bref, c'était un cours de chant vraiment complet. Et je peux signaler en passant que de 81 à 82, j'ai pris des cours de solfège à l'Association des musiciens chrétiens haïtiens. En 1994, j'ai produit mon premier album de musique. C'était Joël Lorquet chante avec les enfants de la Fondation Cœur pour Haïti. Il s'agit d'un compact disque et de cassettes à l'époque. Bon, on ne fait plus de cassettes aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait sortir et le CD et la cassette parce que bon, chacun voulait choisir, dépendamment de l'appareil dont il disposait. Surtout ceux qui étaient dans les coins reculés du pays, qui utilisaient surtout des cassettes. Tout à fait, tout à fait. Mais écoute, ceci dit là, tu es parolier aussi, tu écris musique et paroles? Oui, ça m'arrive. Mais souvent, je fais appel à des compositeurs comme Pierre Gauchéry, Jonas Alexandre et tant d'autres. Mais c'est vrai, à l'époque, j'écrivais la plupart des paroles. Mais je ne suis pas musicien pratiquant. Et il me faut toujours des musiciens pour harmoniser, pour faire les arrangements. Et j'ai beaucoup travaillé avec Pierre Gauchéry, Villa Anglade de Roboté Mémoire. Et actuellement, je travaille beaucoup avec Jonas Alexandre, qui est un capois et que j'ai rencontré pendant une tournée dans le Nord. Et lui, il est très bon. Il est très moderne. Et alors, les paroles? Et les paroles, en général, j'écris les textes. Mais il m'arrive parfois que le producteur, enfin, le maestro, et parfois, il écrit des paroles. Parce qu'en général, ces gens-là connaissent mon style. Et dépendamment de mon style, ils savent comment écrire pour moi. J'aurais aimé signaler aussi qu'avant sa mort, quelques mois avant sa mort, j'ai beaucoup travaillé avec Boulot Valcourt. Et on a fait une musique ensemble et qui doit d'ailleurs figurer parmi les chansons qui seront dans mon prochain album. Donc, on avait travaillé à Carrefour avec Boulot Valcourt et qui m'aimait beaucoup, qui m'appréciait. Et on avait d'autres projets, malheureusement. Bon, il est parti trop tôt, mais quand même, on a eu le temps de réaliser au moins une musique avec lui et que vous aurez le temps de découvrir dans mon prochain album.
En 1992, j'ai publié Un nous bail en main, qui à l'époque était un album de 16 chansons évangéliques. En 1998, j'ai sorti Pour qui Haïti souffrit. Voilà, Pour qui Haïti souffrit. Il s'agit d'un album que j'avais réalisé à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Et cet album avait 16 chansons? Cet album avait 12 chansons, mais cet album est un album complètement séculier. Cet album comporte des chansons uniquement consacrées à Haïti, des chansons engagées, des chansons qui parlent du pays, de la misère des Haïtiens, qui apportent l'espoir, bref, des chansons engagées. 12 chansons à caractère populaire. Enfin, l'album avait été réalisé à l'occasion de la commémoration du bicentenaire de l'indépendance Haïti. Alors, pour un album comme ça, qu'est-ce que tu avais comme figuration pour le groupe qui t'accompagnait? Bon, c'est une histoire vraiment particulière parce que j'ai eu l'idée à la fin de l'année 2003. J'ai dit, mais il faut faire quelque chose pour marquer 2004 parce que tout le monde voulait célébrer le bicentenaire. Et j'ai eu l'idée géniale de réaliser l'unique album qui était consacré au bicentenaire de l'indépendance. Et j'ai fait appel à l'époque à des amis qui jouaient dans d'autres groupes et rapidement, ils m'ont composé des chants et j'ai pu réaliser l'album en moins de 2 mois. Et l'avant-signature avait eu lieu au début de l'année 2004 au Collège Saint-Pierre, au musée d'art haïtien du Collège Saint-Pierre. Et ça a été un succès. Donc, tu avais 3 guitares, un tambour, tu avais une ligne 20 sûrement, non? Complet. Oui, 3 guitares, tambour, batterie, basse. Évidemment, la base a été réalisée sur ordinateur, mais je me rappelle très bien, je devais aller chaque jour au studio. C'est un studio qui se situait à l'époque dans une impasse exactement à côté de Natcom. Aujourd'hui, on appelait à Téléco à l'époque, à côté de la Téléco, au Pont-Morin. Donc, c'est là que j'avais réalisé cet album. Et on a fait aussi, je peux le signaler, le même album, et c'était tout ce que je fais dans la vie, en général, c'est pour la première fois que ça se fait en Haïti. C'était pour la première fois qu'un artiste haïtien avait réalisé 12 vidéos avec les 12 chansons qui figurent sur l'album. Ça veut dire que toutes les musiques que j'avais enregistrées à l'époque ont été vidéoclippées. Bon, les gens qui nous regardent aujourd'hui, s'ils sont intéressés, peuvent aller sur Internet et taper Joël Lorquet 2004. Ils vont voir les différentes vidéos que j'avais réalisées à l'époque. Malheureusement, la qualité des caméras à l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je parais plus beau à l'écran avec la qualité la technologie a vraiment accompli des pas géants, de grands progrès à ce niveau aujourd'hui. Alors, j'étais en train de te regarder là tout à l'heure dans une vidéoclip. Ok. Tu interprétais Litouchem. Oui. Je dois dire en passant aux internautes que tu as une très jolie voix. Ah, c'est gentil, Florence. Venant de Florence, Augustin, du Kata, parce que le Kata reste toujours dans mon esprit. À chaque fois que je croise Marcus Augustin à l'ambassade américaine, je lui parle de toi. Et Kata était vraiment un groupe intéressant qui m'a marqué aussi. Bon, je n'ai pas eu la chance d'être membre de Kata à l'époque, mais j'ai toujours regardé les vidéos de Kata et surtout la vidéo qu'on avait réalisée avec plusieurs artistes haïtiens, y compris Jean-Pierre Leroy, mon filleul. Ah, ton filleul. Oui, pour son mariage, je suis fier d'être son parrain de noces parce que bon, il a réussi sa vie. Félicitations. Oui, à Washington, et c'est un ami de longue date et qui m'apprécie beaucoup. Alors, je peux dire que pour ceux qui ne savent pas, Joël Lorquet est mentionné dans plusieurs ouvrages qui ont été écrits sur la musique haïtienne. Il y a d'abord le compas direct, la vraie musique entraînante haïtienne de tous les temps, qui avait été écrite, ce livre a été écrit, cette œuvre a été écrite, si vous voulez, par Tony Louis Charles. Et il m'a mentionné, à ma grande surprise, comme l'un des artistes haïtiens qui fait non seulement de la musique évangélique, mais de la musique au niveau séculier, la musique séculière. Et il y a eu également le rôle de la musique religieuse dans le développement de la musique populaire haïtienne, un livre de 142 pages. Et je suis mentionné également dans Tambour frappé, haïtien campé, la fabuleuse histoire de la musique haïtienne, de la période précolombienne à l'époque contemporaine.
Voilà, Florence l'a lu. C'est un livre écrit par Ed Rainer Saint-Ville aux éditions Héritage. Et ce livre est paru en 2001. Je suis également mentionné dans l'ouvrage intitulé Les allers-retours de l'infini, la musique œcuménique, un livre de 537 pages. Bon, je suis mentionné dans plusieurs articles aussi. Et bon, à ma grande surprise, j'ai dépassé les frontières parce que je suis connu en Martinique, en Guadeloupe et surtout en Hollande parce que l'album que j'avais réalisé avec la Fondation Cœur pour Haïti, le producteur à l'époque, c'était un Hollandais, M. Johan Schmolenburg, et il avait traduit les musiques sous forme de texte et a publié une version en Hollande et qui est encore en diffusion à la Martinique, à la Guadeloupe et aussi sur certains médias en Europe. Et on avait même à l'époque un projet d'aller faire une tournée en Europe. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais on ne sait jamais. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans l'ordre des projets. On va faire une toute petite pause, Joël, si tu le veux bien. On fait une toute petite pause et puis on va parler de tes livres, surtout. Bon, OK? Mais oui, peut-être qu'on pourrait terminer aussi avec la musique et on parlera des ouvrages, il n'y a pas de souci. OK, je reviens tout de suite. Merci. Vous vous sentez dépassé, épuisé? Vous avez l'impression que vos prédispositions ou vos tendances personnelles sont combinées à un stress écrasant ou une dépression? Les événements des dernières années ainsi que l'évolution de l'environnement de travail nous ont tous impactés. Nous sommes tous fatigués et en quête de la tranquillité. L'émission Éveil Communication, mise sur pied par Elite TV, est conçue pour vous aider. Éveil Communication est axé sur la relaxation mentale et la paix intérieure. Tous les vendredis soirs sur Elite Media, Éveil Communication pour prendre soin de soi à travers la méditation, des échanges pour améliorer votre santé physique, mentale et spirituelle. Bien, chers amis d'Elite Média, merci de rester avec nous. Aujourd'hui, nous recevons Joël Lorquet, un homme qui a beaucoup à dire sur sa formation, sur tout ce qu'il a étudié. Et j'invite les jeunes à suivre son exemple. Joël, on a beaucoup parlé de ta musique. Je sais qu'on n'a pas fini. Mais est-ce que tu peux nous donner une idée des livres que tu as écrits? Parce que je sais que tu écris aussi. Je dis en passant à ceux qui ne le savaient pas que c'est toi qui as le premier écrit un guide de planification de mariage en Haïti. Oui, tout à fait. Le guide de pratique des futurs mariés. Effectivement, oui. Florence a une très bonne mémoire. Et c'était un magazine que tu distribuais gratuitement un petit peu partout. Le magazine gratuit, c'était un mensuel, c'était le guide des consommateurs. Mais le guide des futurs mariés, c'était un livre annuel. C'est comme un bridal guide. C'est comme... d'ailleurs, je l'appelais l'annuaire des futurs mariés. Parce qu'à l'époque, je voulais... permettre aux jeunes qui avaient l'intention de se marier, qui ne savaient pas comment faire. Et dans ce bouquin-là, on leur présente tout ce qu'il y a comme protocole et ce qu'il faut faire, enfin, 1 an avant de se marier, 10 mois avant, 6 mois avant, 3 mois avant et le jour du mariage. Alors, Florence, et je dois avouer que c'est en voyant ton livre que je t'ai appelé. À l'époque, tu ne le publiais plus. Je t'ai demandé si tu me permettais d'en écrire un. C'est toi qui m'as inspiré. Et je te remercie de m'avoir donné le crédit parce que j'ai reçu un exemplaire dédicacé et je vois que Joël Lorquet figure dans la bibliographie. Merci. Permettez, Florence, je voudrais rapidement dire quelque chose sur la musique que les gens, enfin, peut-être seront intéressés à savoir. Est-ce qu'on sait qu'en novembre 2004, j'ai reçu le ticket d'or de la musique haïtienne? Oui, j'y venais justement. Voilà. Meilleur album de musique évangélique solo pour le CD de musique populaire Haïti 1804-2004. Alors, c'était un prix qui avait été décerné après vote du public par le Nouvelliste et Ticket Magazine. Et en janvier 2009, après environ 25 ans de carrière dans le domaine musical à l'époque, j'avais éprouvé un immense plaisir à passer le flambeau à mes enfants, et Joselle, Stéphanie, Jovan Rolf
et Geoffrey Garvin. Et bon, très jeune, mes enfants ont eu l'opportunité de suivre des cours de musique à l'école Sainte-Trinité. Ils ont chanté en lead vocal, enfin, dans différents groupes et chorales de leur église. Et j'avoue avec fierté qu'ils me dépassent aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez un album ensemble? Pas ensemble, mais cet album, voilà, et c'est les Lorquets Junior, tout Timoun c'est Timoun, et réalisé avec tout Timoun c'est Pierre-Hugo Chéry qui l'avait composé, mais il y a eu d'autres compositeurs également. C'est leur album, et peut-être que les gens ne vont pas croire, toutes les musiques ont été composées à mes enfants qui, à l'époque, ma fille avait 18 ans, mon fils avait 16 ans, et le plus jeune avait 10 ans. Tous ont composé des chansons en anglais, en français et en créole. Et ça a été un véritable succès. Et contrairement à ce que les gens auraient imaginé, ce n'est pas un album pour enfants, c'est un album tout public. Et aujourd'hui, mes 3 enfants vivent en Floride. Ma fille est infirmière, bon, elle est mariée depuis 2 ans. Elle continue à jouer du violon avec des groupes américains et jamaïcains. Elle avait créé, je crois, un groupe qui s'appelait, enfin, Stock in Traffic, un groupe de jazz. Et de temps en temps, elle est très demandée. Et quand on dit Lorquin, bon, évidemment, on fait référence à leur père. Mon fils, Jovans, aujourd'hui est médecin. Il travaille dans un hôpital à Kissimmee et il est très connu. Il a fait des musiques avec tous les artistes haïtiens qui lui ont demandé de collaborer. Même avec Mika, je crois, et d'autres artistes haïtiens, il a fait des musiques avec eux. Et le plus jeune aussi, Geoffrey, lui, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il a compris que pour percer au niveau international, le compas, ce n'est pas évident. Lui, il fait de la musique internationale, le world beat. Il est un producer. Il fait des musiques pour les discothèques. Enfin, il crée des musiques futuristes. Parce qu'à la maison à Miami, les enfants ont un studio, ils ont créé leur studio. À ma grande surprise, un jour où j'ai été, j'ai vu qu'il y avait une chambre qui a été transformée en studio, comme un vrai studio. Et je suis fier d'eux. Et la musique de Geoffrey aujourd'hui se joue en Hollande, en France, dans les discothèques, dans les radios. Récemment, il a été contacté par une station de radio en Floride qui lui a accordé 1 heure d'entrevue. Et pas n'importe quelle radio, une radio qui s'appelle Revolution FM, une radio américaine. Donc, voilà. Comme quoi, les enfants de qui tenir. Oui, mais oui, pourquoi dis-tu que le compas, tu as dit quelque chose là, il ne croyait pas vraiment au compas, quelque chose de ce genre. Voilà. Si les Haïtiens avaient conscience de l'importance du compas, ils auraient fait ce que les Africains font maintenant. Qu'est-ce qu'ils font, les Africains? Ils modernisent leur beat et ils chantent en anglais surtout. Ils ont envahi le monde aujourd'hui. Alors, tu penses que c'est la langue? Tu penses que c'est la langue qui a une faute? Oui, parce que les gens ne comprennent pas si vous chantez en créole. Oui, mais écoute, quand le compas va, par exemple, au Japon, bien en Chine, les gens ne comprennent pas, mais ils sont contents. Ils sont contents du beat. Mais ce que je veux dire, le compas aurait pu envahir le monde déjà. Et tenez-vous bien, la musique africaine aujourd'hui, bon, qu'on appelle un petit peu rabodaï si vous voulez, c'est un peu le compas. Quand j'écoute ces musiques-là, j'ai dit, mais ça, c'est le compas que les Africains ont déformé, mais ils ont envahi le monde, ils l'ont modernisé et ils chantent en anglais. C'est une réalité, Florence, aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer. La langue peut être une barrière. Bon, c'est un grand débat. Bon, je crois que c'est un autre débat. Un autre débat. Mais si les Haïtiens avaient compris cette dimension, certains ont essayé de le faire. Je vois qu'actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui essaient de chanter en anglais. Bon, par exemple, il y a un certain Demero, je crois, qui est d'origine haïtienne. Il y en a plusieurs, mais tous ceux qui sont d'origine haïtienne, qui ont percé, même Black Kodak aujourd'hui, c'est en anglais qu'ils chantent. Ils font des millions. C'est ce que je veux dire. Je ne veux pas dévaloriser le compas, mais je veux dire, si on avait compris l'importance du compas, on aurait fait des albums compas en anglais, mais pour permettre aux Américains de découvrir le beat. Bon, ça n'a pas été le cas. On a eu Harry de la Fonte, par exemple, qui a interprété Tizoiseau, mais il l'a fait en anglais. Et Tizoiseau est connu Yellowbird dans le monde entier. Ce que je veux dire, chanter en créole, c'est bien, mais c'est pour les Haïtiens. Mais si vous, alors ça dépend de votre vision. Mais si vous avez une vision d'envahir le monde, de faire de la musique pour que tout le monde, enfin, le monde entier puisse comprendre et aimer vos œuvres, je crois qu'il faut chanter en anglais, à la rigueur en espagnol. Alors, voilà. Et Joël, dis-moi maintenant, parle-moi de tes publications. Bon, je me rappelle, adolescent, oui. Et tu l'as mentionné au début de l'émission, tu avais vraiment publié une bande dessinée. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu n'avais pas continué avec la bande dessinée? Au fait, j'ai commencé en 1981
parce que j'avais été lauréat national dans un concours de dessin. J'étais un très bon dessinateur. D'ailleurs, j'ai gagné 3 prix, lauréat national en 79 à l'occasion de l'année de l'enfance et lors d'un concours organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Je tiens à passer aux internautes que tu es un très bon peintre aussi. Il y en a qui ne le savent pas. Je ne sais pas pour ma retraite si je vais recommencer, mais ça prenait trop de temps. Le dessin, pour faire un livre en bande dessinée, ça me prenait 2 ou 3 ans. Oh mon Dieu, c'est vraiment... Mais je n'ai pas regretté. J'ai passé toute ma jeunesse. Je n'ai pas eu de vacances. Toutes mes vacances d'été étaient consacrées à la production. Et j'ai pu produire 3 ouvrages en bande dessinée. En 1981, j'ai produit Regret Net, qui raconte l'histoire d'un boat people et qui a été aux États-Unis et puis qui a fait de l'économie et qui était illégal. Et un beau jour, la police, l'immigration l'a arrêté et on l'a rapatrié en Haïti sans rien. Et il a regretté, il a dit ce qu'il savait, il aurait dû rester dans son pays, travailler pour l'avancement d'Haïti. Bon, c'était des messages quand même patriotiques. En 83, j'ai publié Dram Zafra, qui parle de l'histoire des braceros, des coupeurs de canne, en République dominicaine. Et c'est de la même histoire. C'est des Haïtiens qui partent, qui vont couper de la canne à sucre chez le voisin. L'un aura le bras coupé, l'autre sera tué, et l'autre sera déporté, toujours sans rien, et il va regretter. Il va se dire, bon, si je savais, j'aurais dû rester travailler pour développer l'agriculture dans mon pays. Et le dernier ouvrage en bande dessinée que j'ai fait, c'était Madi Chon-Toisache, en 1985, et qui parlait du sida. À l'époque, je voulais encourager les jeunes à adopter un comportement responsable, à se protéger du sida. Bon, c'est l'histoire d'une famille bourgeoise, les Nourba, et un jeune petit bourgeois qui s'amusait, qui prenait de la drogue, qui avait beaucoup d'argent. Et un beau jour, il a attrapé le sida. Et il allait mourir et il a regretté d'avoir mené une vie immorale. Bon, mais j'ai toujours des messages, vous voyez. Qu'est-ce que tu as fait de ces livres-là? Tu ne les as pas publiés de nouveau? Qu'est-ce que tu en as fait? Et en 81, j'ai publié 5000 Regret Net. Tout a été vendu en moins d'1 an. Et Marc Chauvet, c'est pour la première fois que je l'avais rencontré parce que j'étais scout à Saint-Louis-Gonzague et Gérard-Marie Tardieu m'avait amené le voir et il m'a supporté. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup C'était en quelle langue? C'était en français? Créole français, les deux, toujours créole français. Et j'ai vendu 5000 ouvrages. Dram Zafra, c'est pareil. Ça se vendait bien à l'époque. Et au contraire, je compte, parce que la génération d'aujourd'hui ne me connaît pas, je compte rééditer les différents ouvrages en bande dessinée que j'ai fait à l'époque. Mais je ne fais plus de bande dessinée. Je ne sais pas, peut-être pour ma retraite, je pourrais recommencer. Mais pour l'instant, je suis intéressé à faire des ouvrages scientifiques parce que bon, je suis un chercheur. J'ai publié une 20aine de livres. Je ne sais pas si je peux commencer à parler de mes livres en détail. Mais tout à fait, je parlais de ça. Tout à l'heure, nous parlions de livres là, que tu avais en main avec une couverture rouge. C'est ta dernière production, enfin, celle que tu as. OK. C'est le dernier. Les intellectuels haïtiens proposent des pistes. Proposent une résolution de la crise. Voilà. Et ce livre, bon, mon Dieu, c'est un livre à succès, c'est incroyable. Et l'idée m'est venue comme ça, parce que les intellectuels haïtiens, en général, ne sont pas questionnés pour apporter leurs propositions aux problèmes d'Haïti. Mais je me suis dit qu'à la Jamaïque, il y a quelques années, sous Michael Manley, il y avait un problème similaire à Haïti, il y avait une crise sociopolitique, et on a fait appel à l'université. Parce que l'université, c'est un centre de savoir, c'est un centre de réflexion. Ça permet de réfléchir sur les faits et d'apporter des éléments de solution. Eh bien, je me suis dit, mais pourquoi en Haïti, on ne fait pas appel à l'université pour que les universitaires, les chercheurs, les scientifiques, les intellectuels puissent dire leurs mots de manière scientifique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Ce que j'ai fait à travers ce dernier ouvrage, j'ai préparé un questionnaire. C'est comme une thèse doctorale, c'est la même méthodologie. J'ai préparé un questionnaire qui avait 6 questions. Et j'ai interrogé une trentaine d'intellectuels haïtiens. Bon, et non des moindres. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas citer tous les noms, parce que quand je parle de ce livre, ça me prend au moins 1 heure. Mais je pourrais rapidement mentionner quelques intellectuels qui ont fait partie, qui ont participé à cet ouvrage. Il y a Adi Jean Gardy, Arnold Antonin, Pierre Buteau, Christophe Philippe Charles, Dr Jules Casséus, Max Dorismont, Ronnie Desroches, Michel Jessica Fièvre, Odette Roy-Fonbrun, Damien François, Kawas François qui vient de laisser ce monde il y a quelques jours,
Marc-Aurèle Garcia, Marcus Garcia, Jean-Robert Hérard, Fritz Alphonse Jean, qui est nommé récemment comme le président de l'accord de Montana, je crois, Dr Gary Klang, Dr Franz Large, qui a été mon co-étudiant, mon condisciple en France, Dr Myrland Maniga, Dr Jean-Pierre Rodrigue Mathieu, Dr Georges Michel, Dr Michel Auriol, Margaret Papillon, Dr Charles Poisset-Romain, Dr Hugues Saint-Fort, Michel Soutard, Daniel Supplice, Charles Tardieu, Hérol Toussaint, Lionel Trouillot, Gary Victor, Dr Franz Voltaire de Montréal. Ça semble être très intéressant. Mais écoute, tu as déjà fait la vente signature de cet ouvrage? Ah oui, plusieurs. On a eu une vente signature à l'hôtel Caribe, à Pétionville. On a eu une autre à l'hôtel Marriott. Et j'ai eu une vente signature en janvier de cette année à Miami, à la Radio Méga. Et je ne sais pas, je suis ouvert. J'aimerais bien venir à Montréal si quelqu'un veut organiser une activité similaire. Je suis ouvert. Mais c'est un livre qui a été demandé et j'ai eu beaucoup de succès à Livre en Folie à travers ce livre. Alors, dans ce livre… Tu l'as en français seulement? En français, mais tu peux lire… Enfin, Florence peut lire mes idées parce que j'aimerais bien le traduire parce que… Au fait, dans ce livre, on a proposé la solution à la problématique haïtienne. Comme je n'ai pas beaucoup de temps pour parler de ce livre, parce que j'aurais pu, comme je l'ai dit tantôt, parler beaucoup, mais c'est une émission à bâton rompu. Mais je peux dire que la découverte qu'on a faite dans ce livre, c'est que, contrairement à ce qu'on croyait, le problème majeur d'Haïti n'est pas un problème de mentalité, mais plutôt un problème d'éducation. Autrement dit, si on veut résoudre le problème qu'on a actuellement en Haïti, enfin, la problématique actuelle, il faudrait passer par l'éducation. Les Haïtiens ont un déficit d'éducation. Bon, c'est une grande thèse que j'aurais pu développer, mais on comprend, parce que comment comprenez-vous qu'on peut donner 1000 gouttes à quelqu'un, il va manifester. Il va voter pour quelqu'un qui n'a même pas la qualification pour devenir président. Bon, c'est parce qu'il n'est pas éduqué, il va au chômage aussi parce qu'il n'a pas une profession, contrairement aux Cubains, par exemple. Oui. Alors, Joël, le débat pourrait être très, très, très long. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Wow, c'est dommage. J'aimerais dire seulement qu'à travers ce livre, c'était un sondage et on a des statistiques que j'ai présentées sous forme de tableaux et de graphes. Donc, c'est une vraie thèse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et on a eu plusieurs découvertes. Par exemple, on a su que la communauté internationale est responsable en partie de la crise haïtienne. On a vu que la bourgeoisie haïtienne est responsable. On a découvert beaucoup de choses. Voilà. Mais si vous voulez l'acheter, est-ce que tu l'as en ligne? Parce que je vois qu'il y a plusieurs auteurs qui mettent les livres en ligne maintenant. En général, c'est Margaret Papillon qui le fait pour moi. Bon, comme je serai en Floride prochainement pour la fin d'année, et je compte mettre en ligne. Mais au fait, le livre s'est épuisé. Honnêtement, c'est épuisé. J'avais fait 1000 exemplaires. C'est parti comme des petits pains chauds, comme disent les Québécois. Voilà. Bon. OK, on va faire une petite pause et puis on va conclure l'émission. OK? Une toute petite pause. Je reviens. Merci Joël Lorquet pour toutes ces pistes de réflexion. Merci de nous présenter autant de talents. Comme je disais tout à l'heure, j'espère que les jeunes pourront suivre le mouvement. Donc, Joël, tu connais notre émission. Je vais te proposer 3 mots. Tu vas choisir un des 3 et tu laisses parler ton cœur. OK? OK. Audace. Audace, je te dis audace. OK. La couleur verte. Et puis, je te dis tamarin. Je vais choisir la couleur verte parce que la couleur verte symbolise l'espoir et l'espérance. Et ce qui n'est pas la même chose, évidemment. Bon, vous connaissez la différence. Maintenant, et la couleur verte, c'est pour moi l'avenir. Et ce n'est pas sans raison que les écologistes choisissent la couleur verte. La couleur verte, c'est l'environnement, ce sont les arbres. Les arbres symbolisent, je dirais, la croissance, symbolisent la richesse, tout ce qui est beau. Un pays est désertique quand il n'y a pas d'arbres. Un pays qui possède plusieurs arbres possède des forêts.
Et les forêts, c'est de l'argent. On peut couper du bois pour fabriquer des meubles et faire plein de choses. Donc, la couleur verte, pour moi, c'est une de mes couleurs préférées parce que ça symbolise l'espérance. Et moi, je crois en l'avenir. J'ai beaucoup de projets, beaucoup d'espoir. Et je crois que la couleur verte, c'est une couleur à ne pas négliger. La couleur verte est également utilisée en médecine parce que les médecins choisissent cette couleur. Ce n'est pas sans raison. C'est parce qu'elle propose l'espoir de guérison, l'espoir de réhabilitation, l'espoir de changement, l'espoir de rétablissement. C'est une bonne couleur, la couleur verte. Magnifique. Maintenant, donne-nous un de tes projets. Un seul. Mon Dieu, il y a tellement de projets. Bon, un de mes projets, c'est de traduire mes ouvrages en anglais pour conquérir le marché international. Voilà. Et où est-ce qu'on peut te trouver si on a besoin de toi? Je suis disponible et très présent sur l'Internet. D'abord par email sur, j'ai 2 adresses email, joellorquet@yahoo.com, JOELLORQUET@yahoo.com, ou encore sur Gmail, joellorquet7@gmail.com, JOELLORQUET chiffre 7 @gmail.com. Et par téléphone, je suis très ouvert par WhatsApp, le 37 93 03 99 3793 03 99. Et si jamais vous oubliez, vous contactez Florence Augustin qui se fera un plaisir de vous connecter avec le petit Joël Lorquet. Tout à fait. Et puis tu es sur Facebook aussi. Je suis sur Facebook, mais je vais confier un petit secret. Je n'y vais jamais. C'est ma fille qui poste des choses. C'est ce que tu m'as dit. Des dizaines de demandes d'amis. Sincèrement, je n'ai pas le temps pour aller sur Facebook. Je ne suis pas très bon dans ces histoires de réseaux sociaux. J'aimerais bien être présent sur, sur Twitter, sur tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, mais je n'ai pas le temps. Eh bien, ça va venir. Oui, quand j'aurai assez d'argent, je ferai comme les millionnaires. Je vais employer quelqu'un pour ça seulement. Eh bien, c'est ce qu'on te souhaite. Hein? C'est ce qu'on te souhaite, Joël. Millionnaire d'amour, millionnaire, je ne sais pas moi, et en qualité. Et surtout, Florence, on n'a pas parlé d'une chose importante, c'est la spiritualité. Je demeure un chrétien convaincu, fervent, un moraliste, un moralisateur, quelqu'un qui croit dans la positivité, qui croit que pour changer le monde, il faut qu'il y ait des gens qui fassent la différence. Haïti est promené aujourd'hui parce qu'il y a trop de menteurs, trop de bluffeurs, trop de gens qui mentent à la population, trop de fausses promesses. Il faut des gens… Heureusement qu'il y a des gens qui sont quand même positifs. Encore dans le pays. La parole à leurs actes ou encore à leurs actes, leur parole à leurs actes. C'est ce qu'il faut à Haïti pour changer le monde. Et je crois qu'il y a une autre génération qui doit émerger avec des gens honnêtes, des gens qui aiment Haïti de manière viscérale, de manière sincère, et des gens qui sont prêts à se sacrifier pour Haïti, pourquoi pas. Des gens, quand ils vont arriver au pouvoir, ne vont pas vouloir s'enrichir, mais vont vouloir changer la situation des Haïtiens. Parce que le peuple a assez souffert, il faut l'émergence aujourd'hui d'une autre classe, d'un autre groupe de personnes, pourquoi pas des intellectuels, des gens formés, des gens moraux, des gens spirituels qui vont pratiquer les vertus, les préceptes bibliques dans leur forme, dans leur mode de gouvernance sociopolitique. Eh bien, Joël Lorquet, on te remercie pour tout ça. Merci parce que tu es un homme très occupé. Merci de ta disponibilité. Elite Média te remercie vraiment. Alors, chers amis internautes, Elite Média vous remercie de votre fidélité. À la semaine prochaine pour la découverte de notre talent à travers l'émission Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Qui m'ouille? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Qui m'ouille? Dis-nous qui m'ouille. Moi c'est. Une nouvelle émission pour les artistes et les artisans. Proposée par Florence Augustin et Elite Média. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Média.